Bonjour Denise, bonjour Jean-Pierre. Bonjour, M. Atti. Bonjour, M. Ça va Atti. bien aujourd'hui? Oui, ça va Très bien. bien. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette troisième émission de Technique picturale. Comme promis, durant cette émission, on va parler du matériel de l'artiste. Et attaquons tout de suite, sans plus tarder, nous allons commencer par le chevalet. Le chevalet que voici, ce chevalet-là est un chevalet évidemment un peu compliqué mais très pratique. Généralement, le chevalet est fait de 3 pieds. Et si on cherche dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire chevalet? Chevalet, c'était dans l'ancien temps un instrument de torture. Ça commence bien. Et ce chevalet-là, il peut se faire en valise. Et un chevalet qui est dans un atelier, il faut lui donner une position. La position, il dépend de la lumière. D'où vient la lumière? Et c'est en fonction de cette lumière que le chevalet doit être placé. Ne placez jamais un chevalet face à la lumière. Il faut toujours que ce soit de côté, de haut en bas, de droite à gauche ou de gauche à droite, ça n'a pas d'importance. Parce que si vous mettez la source lumineuse face au chevalet, la peinture va briller. Surtout que si vous peignez à l'huile. Maintenant, quelle est votre position devant le chevalet, vous-même? Je vous demanderai tout d'abord de travailler debout devant un chevalet, jamais assis. Évidemment, ceux qui ont des raisons valables de santé ou de travail, ceux qui sont debout toute la journée et qui veulent travailler le soir, ou le cours du soir, ils sont, évidemment, ils peuvent s'asseoir. On a des chevalets exprès pour eux, des demi-chevalets, mais généralement, un professionnel, il se tient debout devant son chevalet. À quelle distance? Là, c'est important. Il faut que la distance entre l'œil et le chevalet soit une distance normale. C'est-à-dire, si mon chevalet est là, je dois me placer comme ceci, en face. Ne jamais s'approcher du chevalet et peindre comme ça. Ne jamais tenir son pinceau comme ceci. Ça, c'est bon pour écrire. Mais le vrai peintre doit tenir son pinceau comme ceci. Voilà. Le plus loin possible. Pourquoi? Il est à une certaine distance. Il va appliquer sa couleur. Il ne va pas badigeonner. Il va appliquer sa couleur. On tient le pinceau donc de cette façon-là. On peut le tenir au milieu. Si on a des précisions à faire et qu'on entre, mais jamais je ne permettrai qu'on tienne le pinceau sur le métal. Bon. La façon de tenir le pinceau, vous pouvez tenir le pinceau comme ceci aussi. Ça, c'est excellent. Pourquoi? Parce que vous possédez votre pinceau. Comme vous possédez votre couteau, votre spatule. Vous allez pouvoir mettre une touche vigoureuse, franche et sûre en tenant comme ça. Et vous travaillez dans tous les sens. Vous êtes possesseur, vous possédez mieux votre pinceau comme ceci que comme ça. Il y en a beaucoup de mes élèves qui tiennent maintenant leur pinceau comme ceci. Et ça donne un bon résultat. Pour le pinceau, maintenant, quelle forme? Il faut qu'il ait un pinceau. Eh bien, toutes les formes voulues. C'est à vous de choisir la forme que vous aimez. Vous en avez des carrés, comme ce que j'ai ici. Ça, c'est le plus usité. Vous en avez des ronds, mais ce qui revient au même. Ceux qui disent, moi, je travaille un pinceau rond. OK, il est rond, mais quand vous le posez sur la toile,
votre pinceau qui est rond, vous le posez sur la toile, il devient automatiquement carré. Évidemment, si vous ne le posez pas, vous pouvez travailler avec la fleur du pinceau et faire une ligne de ce côté-là. La même chose avec votre pinceau qui est carré, et votre pinceau carré, et ensuite avec le coin, vous pouvez mener une ligne qui est simple et fine. Maintenant, quand vous avez un pinceau et que vous êtes en train de travailler, et vous devez prendre certaines dispositions vis-à-vis de votre tableau. C'est-à-dire, il faut reculer. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment une demi-heure sans bouger devant votre tableau, vous ne verrez plus rien. Vous devez vous éloigner de votre chevalet et cligner des yeux pour voir ce que vous avez fait. Pour quelle raison vous devez faire ce geste? C'est uniquement parce que quand votre tableau sera terminé, vous allez l'exposer, bien entendu. Les spectateurs, le regardant qui vient ici, est-ce que vous pensez qu'il va s'approcher de votre tableau et se beurrer le nez s'il est encore humide pour voir votre signature, lire votre signature ou voir votre méthode? Non. Il va regarder à distance. Le tableau est fait pour les yeux à distance. Ceux qui s'approchent du tableau durant les expositions, ce sont des professionnels. Ils s'approchent par curiosité pour voir la technique du peintre. Son coup de pinceau, ça c'est permis, mais il ne faut pas rester longtemps là-dedans. Il faut reculer et rester à une certaine distance. Quelle est cette distance qu'un spectateur doit garder, doit prendre à partir du tableau qu'il regarde? Vous allez, par exemple, prendre mentalement la mesure du tableau et multiplier par 3. 3 fois, entre 3 et 5 fois. Tout dépend de la vision de chacun. Si vous, Jean-Pierre, je fais votre portrait en pied, c'est-à-dire de la tête aux pieds, je dois approximativement voir combien de pieds vous mesurez, et je vais multiplier par 3 et 5, et je me place à cette direction-là. Je verrai l'angle visuel est parfait pour pouvoir embrasser d'un seul coup d'œil l'ensemble du sujet. Et également, quand vous êtes dans des musées, placez-vous à cette distance. Ne prenez pas votre mesure avec vous pour mesurer du tableau, mais ça va venir tout seul et vous saurez de vous-même à quelle distance. Il faut toujours avoir du recul. Plus le tableau est grand, il faut y avoir plus de recul. Bon. Même quand vous êtes dans un paysage, à faire un tableau sur place, sur le motif, l'arbre qui est devant vous, vous allez mentalement encore connaître la mesure de cet arbre et le multiplier par 3, 4 ou 5, et vous allez choisir votre emplacement vis-à-vis de cet arbre et vous allez voir votre sujet amplement, sans avoir ce qu'il faudrait exactement pour votre tableau. Maintenant, le coup de pinceau, pourquoi on est debout? J'insiste là-dessus. Parce que quand vous êtes debout, vous êtes libre de vos mouvements. Quand vous êtes assis sur une chaise et que vous peignez, comme je suis maintenant, alors là, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis cloué. Mon corps ne peut pas se mouvoir comme je le veux. Mais quand je suis debout et je regarde mon tableau de loin, je m'approche, mon pinceau est chargé et je m'approche et puis tout mon corps va travailler avec le mouvement que je fais. Ça vous donne des coups de pinceau vivants qui s'enchevêtrent. Chaque coup de pinceau a sa direction. Mais quand vous êtes là à travailler comme ceci, je ne l'admets pas. Non, vous êtes mieux de faire autre chose. Travaillez donc debout. Et quand vous travaillez avec un pinceau, comme celui-ci, par exemple, le carré, vous avez votre touche, chacun a sa touche. Vous appliquez votre touche et vous faites un mouvement. Vous savez que ce pinceau, à force de travailler, s'use. Et il va s'user, ce pinceau-là, selon votre coup de pinceau, de telle sorte que vos pinceaux sont à vous. Vous allez mieux travailler, mieux vous exprimer avec l'usure de vos propres pinceaux que d'emprunter les pinceaux d'un autre peintre. C'est usé à sa façon. Chacun chaussure à son pied.
Donc, les pinceaux, c'est important. Et ce qui est encore plus important, c'est la palette, on verra ça tout à l'heure. Mais pour les pinceaux, il faut les entretenir, ces pinceaux-là. Et comment on les entretient? On les entretient en les lavant. Avec quoi on lave ces pinceaux? On va les laver avec l'essence de térébenthine pour enlever le plus gros. Et, je vous le conseille, vous allez laver vos pinceaux à l'eau et au savon, à l'eau tiède et au savon. Le savon, le meilleur marché. C'est le meilleur. Maintenant, vous avez combien de sortes de pinceaux vous avez? Vous avez des pinceaux en poil de martre. C'est la même chose, ils sont carrés, il y en a des ronds, il y en a de toutes sortes. Et il y a des pinceaux en soie de porc. Le soie de porc, c'est celui-ci, ce que je vous ai montré là. Ça, c'est assez dispendieux. Ça, c'est souple. Ça, c'est un peu dur. À quoi ça va servir, ces deux pinceaux-là? Je vais vous l'expliquer. Tenez bien, hein? Rappelez-vous de ce que je vais vous dire maintenant. Quand vous employez les pinceaux poil de martre, vous allez les employer pour faire les ombres, les parties les plus éloignées. Parce que les parties les plus éloignées ne demandent pas de l'épaisseur. Je vous ai déjà dit souvent que la pâte que vous mettez sur la toile a beaucoup de signification au point de vue perspective de la couleur, on l'appelle. Si vous voulez que le ciel, que votre ciel s'éloigne, vous allez pâlir votre couleur et vous allez l'amincir. Si vous voulez qu'une montagne avance, foncez la couleur et empâtez-la. Elle avance. Alors, vous avez un rocher, un coup de soleil là-dessus, vous avez un côté éclairé par le soleil, l'autre côté dans l'ombre. L'ombre est toujours bleutée, d'accord, et la lumière est toujours orangée, et il y a le passage. Je vous donne cet exemple pour choisir vos pinceaux, à quel moment on emploie ce pinceau et à quel moment on emploie l'autre pinceau. Eh bien, le soleil qui frappe de ce côté-là, mon rocher est là, l'ombre est là, je vais employer le pinceau fin, celui-ci, pour étaler l'ombre. C'est mince et on va, ça c'est quand on finit son tableau, on va diluer avec l'huile seulement. Pourquoi? Parce que ça va donner de la transparence et ça va donner de la profondeur. On a la profondeur. Là, ça recule. Tandis que là où frappe le soleil, vous allez prendre votre pinceau avec beaucoup de pâte, n'est-ce pas? Et vous allez appliquer votre coup de pinceau du côté du soleil, du côté de la lumière. Un gros pinceau, et puis vous allez l'empâter donc comme il faut, et vous ne retouchez pas votre touche. Elle est là, elle doit y rester. Tandis que dans les ombres, vous allez frotter, et on frotte avec celui-ci parce qu'il est souple, mais on va prendre pour les lumières des pinceaux durs. Et votre rocher tourne rond, et l'ombre s'en va au lointain. Et là où frappe le soleil, avance. Regardez Rembrandt, les portraits de Rembrandt. Il y a une lumière éclatante sur le bout du nez. Et c'est empâté comme ça, je n'exagère pas. Mais dans ces ombres, c'est lisse. On raconte des tableaux de Rembrandt, c'est tellement empâté sur le bout du nez qu'on pouvait soulever le tableau du bout du doigt. Ce qui veut dire que lorsque vous allez mettre la lumière, prenez des pinceaux durs et empâtés, et dans les ombres, vous allez employer le pinceau qui est en poil de martre pour rendre cette surface lisse. On revient à une autre méthode encore de la composition qu'on verra plus tard, plus en profondeur. Il faut toujours qu'il y ait des contrastes. Si vous voulez avoir de la vie dans votre tableau, mettez-y du contraste. Quand il n'y a pas de contraste, c'est monotone.
le contraste, l'oreille, l'œil s'arrête, l'œil s'amuse. Donc ça, c'est un autre domaine qui n'entre pas dans le matériel de l'artiste, ça entre dans la composition qu'on verra très très bientôt. Mais pour les pinceaux, donc, employer des pinceaux en soie de porc, c'est bon marché. Ça, achetez-vous donc quelques-uns. Maintenant, j'insiste là-dessus. Ne faites jamais d'économie quand vous faites vos achats. Ma grand-mère disait, je ne suis pas assez riche pour acheter quelque chose de bon marché, comme elle avait raison. Achetez toujours, par exemple, un pinceau de bonne qualité, qui coûte de l'argent, une marque de peinture qui coûte plus cher. Faites votre compte. Au bout du compte, c'est vous le gagnant. Pourquoi? Parce que ce tube que vous avez acheté, qui coûte, mettons, 10 $, la marque supérieure, elle coûte dans les 12 $ ou mettons 15 $. La différence est de 5 $. Cette différence de 5 $, pensez-y bien. Vous allez faire combien de tableaux avec ce tube-là? 5, 6, 10, vous allez en faire beaucoup. Et alors, combien vous allez vendre votre tableau? Mettons 500, 1000, 1500 $. La différence de 5 $. Est-ce que ça valait la peine de la faire? Non, ça ne vaut pas la peine. Donc, achetez quelque chose de bonne qualité et ne dites pas je vais acheter tel pinceau ou telle couleur pour faire mes études et tel pinceau, telle couleur pour faire mon meilleur tableau. Qui sait? On ne sait jamais. Et c'est souvent le contraire. Quand vous prenez quelque chose pour faire une étude, pour un autre tableau, votre étude est un petit chef-d'œuvre. Et c'est dommage, j'ai employé de la mauvaise peinture. J'ai employé un mauvais châssis. Donc, achetez toujours du bon matériel et c'est vous le gagnant à longue échéance. Avec les pinceaux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la palette. La palette, vous pouvez employer une palette comme celle-ci, on appelle ça la palette miracle. Éjectable. Quand c'est fini, vous l'enlevez, vous le jetez, c'est bon. Ce qui reste comme couleur, vous pouvez prendre cette palette, la tourner et mettre ça dans le frigidaire. Ça peut rester une semaine, 2 semaines, ça ne se gâte pas. Une fois que c'est fini, vous le jetez, l'autre est toute prête pour recevoir, c'est pratique. Maintenant, il y a des palettes en bois. Pourquoi payer cher une palette d'or? Prenez un morceau d'isorel, maçonnite, un contreplaqué, coupez ça selon les formes d'une palette. Vous n'avez pas besoin de mettre ça là-dessus. Ça, c'est bon pour quand on est en plein champ ou qu'on n'a pas quelque chose comme ici pour mettre sa palette, il faut le tenir à la main. Ça épargne de l'espace sur votre palette. Vous allez avoir plus de place pour faire vos mélanges. On verra ça le cours prochain, comment il faut former sa palette. Ça, c'est très important. Mais donc, la palette, vous pouvez la fabriquer vous-même. Et si vous achetez de l'isorel ou du contreplaqué, mettez-y une première couche d'huile de lin. Attendez, encore le lendemain, une deuxième couche d'huile de lin pour que ça absorbe l'huile. Autrement dit, si vous achetez vos couleurs et vous mettez la couleur sur une maçonnette qui n'est pas préparée, alors ce qui arrive, ce bois va absorber l'huile qui a servi à l'agglutination de la couleur. Et votre couleur devient sèche. Il faut prendre de l'huile, rajouter de l'huile, c'est tout un problème. Et quand vous achetez, souvent il vous arrive d'acheter des palettes comme ceci, où le papier est absorbant, buvard. Vous avez le droit de le retourner. Et quand, à l'avant d'acheter, dites, monsieur, est-ce que c'est bon? Il n'absorbe pas, il n'est pas buvard. Il va vous dire non, est-ce que je peux essayer? Non, vous ne pouvez pas essayer. Bonjour, monsieur, je vais aller trouver un autre. Vous avez le droit de prendre un petit peu, même un boyau de chez lui. Vous prenez un petit peu de couleur et vous mettez ça sur un bout. Et vous allez voir s'il va faire une auréole. Laissez-le lui. Dites, monsieur, changez de compagnie. Parce que c'est tout un trouble, ça. Bon. Ça, c'est pour la palette. La palette, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus parce que ça, c'est le principal élément, la palette. C'est là où vous allez jouer. Ça, c'est la scène de théâtre. Vous allez jouer votre pièce là-dessus. Ça peut être une tragédie, ça peut être une comédie, mais souvent, c'est une farce. Alors, je vais essayer que
que vous ne la passiez pas souvent, cette comédie de farce. Il y a le godet. N'oubliez pas qu'il y a des godets. Il y a des godets doubles et il y a des godets simples. Le godet simple, vous le mettez sur un bord, comme ici, tenez, voilà. Et il y en a des doubles. À quoi ça sert le godet? Ici, vous allez mettre votre liquide. Vous savez comment on l'appelle chez nous? On l'appelle le jus. Hein? On appelle le jus. Vous pouvez mettre un simple ou double. Pourquoi simple, pourquoi double? Quand vous allez commencer votre tableau, évidemment, vous allez l'ébaucher à l'essence de térébenthine. Puis après, vous allez diviser. Moitié essence, moitié huile. Et ensuite, vous éliminez catégoriquement l'essence et vous finissez légèrement à l'huile. C'est ce qu'on appelle peindre gras sur maigre. C'est une loi de la peinture qu'on ne peut pas transgresser. On en parlera en temps et lieu. Maintenant, je vais parler seulement comment vous allez employer votre godet et comment vous allez tremper votre huile, votre pinceau là-dedans. Mettons qu'il y a de l'essence ou de l'huile ou le mélange des deux. N'allez jamais avec votre pinceau jusqu'au bout. N'essuyez jamais votre pinceau sur le bord. Pour quelle raison? Parce que si vous essuyez, la suie va rester au fond. Et votre essence et votre huile est sale. Mais ce n'est pas parce qu'elle est sale seulement que le problème est. Le problème, c'est que si vous prenez ce qui reste, le restant, le résidu là-dedans, et que vous mettez ça sur votre toile que vous êtes en train de peindre, mettons, vous avez un ciel ici, vous prenez le restant et vous allez mettre une surface ici. Attendez quelques jours. Une fois que c'est sec, vous allez voir qu'il y a des craques. Les craques, ça provient aussi du résidu qui se trouve dans le fond du godet. Donc, il faut que ça soit tout le temps propre. Et pour nettoyer vos pinceaux, donc, à ce moment-là, vous avez fini votre séance, vous allez mettre vos pinceaux là-dedans, vous prenez votre chiffon, et vous l'essuyez, le gros, le plus gros, et vous nettoyez ça en même temps, c'est propre pour la prochaine séance, et vous allez sous le robinet, au creux de la main, vous allez laver vos pinceaux jusqu'à ce que la mousse de votre savon soit propre. Quand vous allez revenir le lendemain pour travailler, tout est net, tout est propre, votre enthousiasme va être continu et vous allez faire un bon tableau. À part le godet, il y a le chiffon. Le chiffon, je n'en ai pas parlé. Hein? C'est une question d'hygiène, un peintre. Évidemment, les peintres sont bohèmes, on dit toutes sortes d'histoires, mais quand ils sont devant leur tableau, c'est l'ordre. C'est l'ordre en soi. Et ils ont de l'hygiène, en pinceau, leur palette surtout. Ils peuvent avoir un désordre partout à droite à gauche, mais leur palette, elle est excellente, en bon état. Et ça aide beaucoup. Comment vous allez tenir? Vous allez tenir, quand on arrivera, peut-être la séance prochaine, je vais vous dire comment il faut tenir ces pinceaux et combien de pinceaux il faut en avoir, la façon de tenir tout ça ensemble. Il faut prendre cette habitude dès le début, parce que ça va vous aider. En plus, vous avez les spatules. Les spatules, il y en a de toutes sortes. Vous allez choisir la spatule qui convient à votre personnalité. La spatule, notre professeur Drouin n'était pas pour la spatule. Mais on dit généralement, une peinture est faite au couteau. On ne dit pas à la spatule. Ça dépend. Mais spatule, c'est plus juste, mais le mot courant, c'est au couteau. Et il disait, le couteau, c'est l'arme des faibles. Ça veut dire qu'il ne faut pas user beaucoup du couteau. Mais on lui a fait beaucoup de reproches. Il s'est excusé, il a dit, je ne suis pas tout à fait contre, mais c'est quand vous voulez, par exemple, raffermir un ton. Vous en prenez, hop, côté lumière seulement, pas ombre. Parce qu'on a dit que l'ombre, tantôt, ça va, pour l'ombre, il faut que ce soit lisse. Mais la lumière, il faut que ce soit épais. Donc là, vous pouvez employer la spatule pour mettre votre touche assez cossue
assez empâté sur les lumières. Et il est bon aussi pour nettoyer votre pâture, pour nettoyer votre palette. À part ça, vous avez encore, qu'est-ce que j'ai? Oh, il y en a pas mal. Il y a le chiffon, il y a les supports, l'étoile. Vous avez l'étoile blanche et l'étoile en coton et l'étoile en lin. Tout le monde le sait. Coton, c'est pas tellement bon, mais c'est bon marché, c'est très populaire. Et la toile de lin, elle est formidable, elle est solide, mais elle coûte cher. Vous avez le vernis, vous pouvez vernir comme vous voulez, ou vous ne voulez pas vernir, mais moi, j'insiste sur le vernis. Il faut que vous vernissiez, parce que si vous ne voulez pas vernir, vous n'avez qu'à employer la gouache, par exemple. Oui? Oui, bien, je voudrais savoir quel est exactement l'usage du vernis à retoucher. Ah, le vernis à retoucher, vous ne pouvez pas employer le vernis à retoucher pour vernir votre tableau, comme le vernis naturel pour le vernis définitif. Le vernis à retoucher, vous l'employez quand vous voulez reprendre une toile. Mettons, vous avez une toile depuis 1 an et il y a un côté qui ne va pas, vous voulez le retoucher. À ce moment-là, ce que vous faites, vous allez mettre votre vernis à retoucher sur la place où vous allez restaurer, corriger. Ça va revivifier la place où vous voulez. Et là, vous allez pouvoir mettre à nouveau votre peinture. C'est simplement pour revivifier, mais ce n'est pas pour vernir, par exemple. Oui, M. Atier, moi, je voudrais savoir le cicatif. Là, le cicatif. À quoi ça sert? Le cicatif, c'est quand vous voulez que votre peinture sèche vite. Vous mettez quelques gouttes de cicatif dans votre jus. Ça va aider la peinture à sécher plus vite. Mais ce n'est pas à conseiller le cicatif parce que, surtout, vous pouvez en mettre peu, mais si vous exagérez, ça peut faire casser, briser le tableau. Donc voilà, je crois que je n'ai pas tout dit. Que voulez-vous? On prend ce qu'on a, et avec plaisir. Il aurait fallu parler du cadre, du miroir, etc., mais ce sera pour une autre occasion. Merci de votre présence et à la prochaine, on aura des choses beaucoup plus intéressantes encore. Au revoir.